Donc on va démarrer, les travaux de ce second panel. Alors, si vous voulez, le thème de ce panel, c'est la finance inclusive dans le cadre du programme gouvernemental. Hein. C'est ça le sujet que nous devons traiter ce matin avec les représentants des ministères. Alors, quand on regarde de près le programme du gouvernement, évoque un certain nombre de sujets. Il évoque le sujet de la modernisation du secteur bancaire. Il évoque le sujet de l'amélioration de la couverture des réseaux bancaires. Il évoque le sujet de l'inclusion financière. Bien évidemment, la question que l'on doit se poser, c'est comment la finance digitale peut participer à la réalisation de ces objectifs. Alors, bien évidemment, on ne part pas de zéro. Hein, on ne part pas de zéro. Le pays a un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'atouts. Les atouts, tout le monde les connaît. On a une très très forte pénétration des smartphones dans ce pays. On a un taux élevé d'alphabétisation. On a des millions d'abonnés à Internet mobile et à Internet fixe. On a, encore une fois, c'est quelque chose de très important qu'on a tendance à négliger, qui s'appelle le numéro d'identification unique. Hein. Alors, pour moi, il ne fait aucun doute qu'un accueil massif et favorable sera accordé à la finance digitale par une large part de la population, notamment de la part de la jeunesse. Alors, le constat qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le cash reste la règle. Les habitudes, bien évidemment, devront évoluer à travers les deux choses, la carotte et le bâton. Il n'y a pas de miracle, hein, c'est l'incitatif ou l'obligatoire. Et bien évidemment, il faudra que la confiance se construise. Hein, et comme on le disait tout à l'heure, la confiance est une alchimie très complexe. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quels acteurs on va inclure dans l'écosystème, hein, quel rôle on prévoit pour les banques, quel rôle on prévoit pour la Poste, quel rôle on prévoit pour les fintech, quel rôle on prévoit pour les opérateurs de téléphonie mobile. Alors j'ai presque envie de dire, messieurs, à vous la parole. Alors on commence par qui? Par la Poste? On commence par la Poste. Parfait. Bonjour à tous. Donc je me présente, Mouloud Lham, je suis directeur général de la Société de l'information au ministère de la Poste et des Télécommunications. Pour répondre à votre première question, donc M. Sekek, qui porte sur en fait les acteurs qu'il va falloir associer au règlement de cette problématique de finance digitale et de finance inclusive. Je crois qu'il faudrait commencer par revenir à la définition de l'inclusion financière. Alors, inclusion financière suppose donc la disponibilité et l'utilisation des services financiers. On change de micro. Désolé. D'accord, entendu. Ça chauffe. Très bien. Donc, la définition de l'inclusion financière, en fait, qui est fournie ici et là, suppose donc la disponibilité de services financiers
leur utilisation. Mais il y a une question qui est tout de même occultée parfois, c'est celle de l'abordabilité de ces services. Donc ces services doivent rester abordables. Donc, comme préalable à la disponibilité de ces services financiers et de leur utilisation, je pense, à mon sens, qu'il y a 3 conditions à satisfaire. Celle, déjà, de disposer d'une infrastructure moderne de télécommunications résiliente et sûre. Le deuxième axe sur lequel nous devrions travailler, c'est le développement du contenu et des services en ligne. Et de ne pas occulter aussi la problématique de l'appropriation de ce contenu et de ces services en ligne par la population. Le troisième axe sur lequel nous devrions travailler aussi, c'est la mise en place d'un cadre juridique qui aura pour vocation en fait qui aura pour vocation d'asseoir un environnement de confiance déjà pour inciter à l'utilisation des services électroniques de façon générale, mais financiers de façon particulière. Il y a le fait de devoir mettre des garde-fous et de prévenir et de lutter contre d'éventuelles infractions qui seraient donc commises par le biais de ces technologies. Et au final, il faut garder à l'esprit que ce cadre juridique ne devrait pas être rigide, de sorte à inhiber donc l'utilisation de ces services. De cette définition, en fait, on peut facilement déduire quels seraient les acteurs qui devraient être associés donc au traitement de cette problématique. Et je crois qu'ils sont là. Ce sont du moins au niveau institutionnel, c'est le ministère des statistiques et de la numérisation, le ministère délégué à l'économie de la connaissance et aux startups, ainsi que le nôtre qui fournit en fait l'infrastructure dont j'avais parlé tout à l'heure. Très bien. Est-ce que vous pourrez avoir votre avis, Merci. votre vision des choses? En fait, l'inclusion l'inclusion financière commence par l'inclusion déjà des utilisateurs, des consommateurs, des clients. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Je vais parler d'un petit parcours, donc une expérience que j'ai eue en Afrique de l'Est, et particulièrement en Tanzanie. Donc, je travaillais pour un opérateur téléphonie mobile, et il avait comme produit le Tigo Pesa, Mobile Payment. Et justement, contre toutes les idées perçues, on n'avait pas besoin d'Internet, parce qu'aujourd'hui, on parle d'infrastructures de couverture Internet. Aujourd'hui, juste avec la 2G, et pour ceux qui sont familiers, donc avec la terminologie USSD, en fait, le mobile payment s'effectue avec un USSD, un envoi de texte. Et juste à titre d'information, Tigo en Tanzanie générait, juste à travers le Tigo Pesa, 50% des revenus de tout le groupe qui avait 9 opérations que je chapeautais en Afrique et 20 opérations en Amérique latine. Pour dire que le Tigo Pesa, le mobile payment, donc ça permettait déjà de drainer un flux considérable, bancariser une population qui n'était pas du tout la cible des banques, de services postaux ou d'autres acteurs dans le secteur financier. Mais surtout, c'est de pouvoir canaliser, avoir des transactions ciblées et aussi générer de l'emploi parce qu'il y avait des POS de Point of Sales qui étaient là à fournir justement cette partie de cash. Mais 99% des transactions, d'ailleurs, on achetait des bananes, on achetait de l'ananas, donc dans un fin fond de village, dans le Masai Mara, juste en Tigo Pesa. On ne pouvait même pas payer une coca, enfin une bouteille de coca avec du cash parce que les gens préféraient le Tigo Pesa parce que ça ne se volait pas. On ne pouvait pas venir vous agresser. Quand on a du cash, on est une cible. On nous appelait volez-moi. Quand on a du Tigo Pesa, on est safe. Ça, c'était en Afrique de l'Est, juste pour parler d'une expérience. Et tout à l'heure, le président Panel parlait aussi du paiement électronique. On associe toujours, donc on est toujours
on essaie toujours d'être dépendant de cette carte. En fait, en Algérie, il faut qu'on le dise, on a raté le virage dans les années 2000, donc on n'avait pas pu vulgariser le paiement électronique dans les années 2000 quand la carte Visa, les cartes de crédit étaient répandues de par le monde. C'est normal, on avait passé une décennie noire, on était en train de chercher la stabilité, la croissance et de se développer. On en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en plein dedans. On est sur cette vague de digitalisation des startups. Aujourd'hui, on a des startups qui font dans la fintech, certains qui vendent leurs solutions et produits à l'international, d'autres qui ont même levé des fonds à l'international. C'est tout à notre honneur. Je parle du pays et puis aussi de notre ministère, j'irai. Et surtout eux qui ont pu oser justement lever ces défis-là, relever ces défis-là, parce qu'aujourd'hui les startups les plus cotées, les plus valorisées, qui sont en pleine croissance, c'est des startups dans les fintech, les insurtech. Et pour revenir, on n'a pas besoin d'avoir des TPE. Pourquoi? Aujourd'hui, si on se focalise sur les TPE, on a dit qu'on avait 700 000 marchands. Pour pouvoir les satisfaire en TPE, qui coûtent, on va dire, allez, au bas mot, 100 000 dinars, allez, même si c'est subventionné, on va dire 50 000 dinars, je ne connais pas le montant exact, le prix du TPE, on peut le substituer avec son smartphone. Et du coup, digitaliser cette transaction. Donc du coup, on a une pénétration, une couverture, donc on pourra couvrir facilement les 700 000 marchands en quelques semaines, je dirais même quelques mois. Alors si on ira vers la production ou l'importation des TPE et les distribuer vers tout, même si ça sera gratuitement distribué pour tous ces marchands-là, ça prendra entre 1, 2, voire 3 années de déploiement. Sans parler de leur maintenance et leur dépendance d'un réseau, je ne dirais pas qui n'est pas certain, c'est normal qu'il doit y avoir des failles par-ci, par-là, il doit y avoir des zones d'ombre qui n'ont pas éventuellement une meilleure couverture, mais avec des smartphones, avec des applicatifs, on pourra avoir des solutions qui même stockent le paiement et qui pourra être exécuté, je dirais, différemment, donc ultérieurement. Donc, en fait, il y a des solutions pour être inclusif, pour couvrir, je dirais, tout le pays, notre pays continent. Et puis voilà, donc aujourd'hui, on a un acteur qu'on ne doit pas écarter, qu'on doit associer au contraire, les startups. C'est un potentiel de ressources, ils ont des solutions, ils ont cette agilité et cette ingéniosité. On parle toujours d'innovation. Aujourd'hui, les startups nous épatent chaque jour. Aujourd'hui, notre ministère récemment, et donc il a mis une enveloppe pour supporter ces porteurs de projets et dont certains justement développent des solutions dans la fintech et dans l'insurtech. Et encore une fois, on ne peut que compter sur eux justement pour être l'outil des organes financiers, des banques, des institutions, justement pour permettre cette inclusion financière et ce déploiement rapide. Alors, quelle est la vision du ministère, de votre ministère? Non, le vôtre. C'est bon. Alors donc, merci beaucoup. Je me présente, Monsieur Darar Hassan. Je suis directeur général de la numérisation au ministère de la numérisation et des statistiques. D'abord, je tiens à remercier CARE de nous avoir donné l'opportunité de débattre d'un sujet, d'une thématique très importante. Moi, je vais intervenir par rapport... mon intervention sera par rapport à deux dimensions. D'abord, par rapport au contexte. J'aimerais bien rappeler qu'on est dans un nouveau contexte. Les problèmes qui sont survenus au passé, j'aimerais bien, à mon sens, non pas les oublier, mais essayer d'être dans une optique optimiste. La volonté de l'État, elle est là. D'ailleurs, elle est concrétisée par 3 ministères qui dénotent de cette volonté de développer le numérique, développer la transformation numérique. Alors, la deuxième dimension de mon intervention, c'est par rapport à ce ministère. Un nouveau ministère de la numérisation et des statistiques qui a pratiquement une année d'existence. Alors, quel est notre rôle? Moi, je ne vais pas intervenir par rapport à l'aspect finance en tant que tel, mais par rapport à la transformation numérique.
Et c'est ça le plus important. Nous, on est chargé en tant que ministère d'élaborer la politique nationale en matière de transformation numérique, mais surtout d'améliorer le service public. Alors, la finance digitale ou la finance numérique ou les services financiers numériques sont un levier fondamental si on veut accélérer la transformation numérique. Et là, donc, on est en train de rechercher quelles sont les actions qui permettent à l'État de réussir et d'accélérer. Le mot accélérer est très important. On n'a pas encore le droit de faire encore du retard en matière de transformation numérique. Et donc la finance numérique est un levier très important dans ce contexte-là. Nous, en tant que ministère, nous avons pris en charge, si vous voulez, les axes majeurs que nous avons définis dans notre feuille de route et qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'action du gouvernement. C'est surtout la préparation de l'environnement nécessaire en termes réglementaires, en termes technologiques, en termes de ressources humaines. Le deuxième axe, c'est l'écosystème. L'écosystème, il est en même temps pour la finance. Si on veut développer la finance numérique, il faut qu'il y ait également un écosystème qui travaille dans une manière très, très collaborative, une manière très concertée et très étroite entre les institutions de l'État, les acteurs du numérique, les start-up, les micro-entreprises, mais également toutes les organisations qui sont en charge, qui ont en charge cet aspect finance. Et également, l'axe que nous considérons très important pour cette transformation numérique, c'est la citoyenneté numérique. Tous les services financiers sont destinés aux citoyens. C'est lui le client finalement. Mais est-ce que ce client-là, il est préparé? Est-ce qu'il y a cette confiance numérique que nous avons entendue ce matin? Donc ce sont les axes majeurs que nous sommes en train de développer et nous avons inscrit dans le cadre du plan d'action du gouvernement 7 ou 6 axes majeurs. D'abord, nous avons inscrit l'action de la mise en place d'un réseau intranet gouvernemental. Et donc le ministre de la Poste Télécom, il a fait la présentation dans le conseil de gouvernement mercredi passé. Ce réseau-là permettait à toutes les institutions et administrations publiques d'échanger leurs données. Sans ce réseau-là, on ne peut pas promouvoir cette transformation numérique. Le deuxième axe que nous avons action que nous avons inscrite dans le plan d'action du gouvernement, c'est la mise en place d'un data center gouvernemental. Donc on parle d'un cloud et c'est très important même pour la finance numérique. Le troisième axe, c'est là l'action la plus importante. C'est la généralisation du NIN. Sans l'identifiant numérique, on ne peut pas. Ça, à mon sens, c'est une question très importante. Il faut qu'il y ait un identifiant numérique. Le citoyen doit s'identifier à travers son numéro unique, qui doit être généralisé. Nous l'avons inscrit dans le plan d'action du gouvernement. Nous avons également inscrit cette notion de mutualisation des ressources entre les différentes institutions d'État. On doit mutualiser les ressources, que ce soit nos données, l'échange des données, que ce soit le partage des infrastructures. C'est important également et nous l'avons inscrit dans le plan d'action du gouvernement. Et quand je dis nous l'avons inscrit, c'est le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement, il a pris en considération l'importance de ces actions-là et on doit les réaliser, on doit les concrétiser. Donc voilà, ce sont des thématiques très, très importantes et surtout, l'action également majeure, et je termine par cela, c'est l'open data. Les institutions doivent impérativement ouvrir leurs données. Sans l'ouverture des données, sans l'échange des données entre les institutions bancaires pour ce qui concerne les finances, sincèrement, je ne pense pas comment doit-on développer la finance digitale. Je vous remercie. J'ai envie de demander aux deux derniers intervenants quel rôle vous prévoyez pour les banques? En fait, déjà dans le même ordre d'idée, l'ouverture des données, ça doit se faire, mais il y a aussi la sécurité des données. C'est très important parce que il ne faudrait pas qu'on soit exposé, parce que les hackers aujourd'hui, ça court les rues, et parce que les finances, c'est l'état de santé d'un État.
et d'une économie. Donc, la sécurité des données, la sécurité donc, de ces institutions financières est très importante. Donc, aujourd'hui, s'ouvrir, c'est bien, mais comment? Donc, ce qui est attendu, c'est un cadre légal, c'est des facilités. Je vais vous donner un autre exemple, c'est que tout à l'heure, vous parliez de la carotte ou le bâton. Je pense l'Algérien est rebelle. On cherche toujours un moyen comment le convertir vers un consommateur, je dirais, smart, qui ira vers le e-payment, le mobile payment, le digital banking. C'est possible. On a vu ça. Avant, il y avait des campagnes qui coûtaient de l'argent et des sommes colossales pour dire cherchez votre carte de paiement CIB, votre carte Dahabia ou autre, consommez en ligne, avec mes respects pour certains, même s'ils sont détenteurs de cette carte, ils étaient un peu têtus ou hésitants, ils n'avaient pas de confiance, peut-être ils disaient bon, pas aujourd'hui, je vais commencer demain. Et puis, malheureusement, et heureusement aussi, il y avait le Covid, cette pandémie, qui nous a rendu service quelque part. Et, donc, ça nous a rendu service. Pourquoi? Ça nous a accéléré. On a fait un pas en avant qui nous aurait coûté des milliards de dollars en termes de sensibilisation. Automatiquement, l'Algérien s'est converti à l'instar d'autres nations. Donc, le consommateur s'est vu coincé à consommer digital. Donc, le mindset a changé. Les gens ont commencé à acheter en ligne, à se faire livrer leurs biens, habits, nourriture et autres. Les gens ont commencé à utiliser des VTC. Donc, le consommateur a changé de comportement. Donc, aujourd'hui, si on lui donne encore d'autres avantages, je vais donner un exemple. Depuis 2016, j'entendais parler, cette année, c'est le deadline pour le paiement électronique. Si les marchands n'utilisent pas les TPE, ils seront sanctionnés. On ne pourra jamais leur imposer ça comme ça. Pour la simple et unique raison, certains ils préfèrent être, je dirais, pas l'informel, mais ne pas s'exposer, ne pas exposer leur chiffre d'affaires. Mais si on leur donnait des incitatifs, donc pour dire, ok, si vous utilisez la carte CIB ou la carte de paiement, vous ne payez pas de TVA. Tous les consommateurs vont bénéficier de 20% de remise. Et ce marchand aussi va bénéficier de ces 20%. Et là, ça se fera automatiquement. On peut lâcher ce process pendant 1 année, 2 ans. Ça fait partie de l'investissement, de la sensibilisation. Et puis, une fois que tout le monde a pris goût, on pourra revenir progressivement vers cette taxe, cette TVA. Donc, en fait, c'est un élément qui va permettre donc le déclenchement de faire ce pas qualitatif donc en avant. Et automatiquement, donc ça c'est les banques, c'est les institutions financières qui peuvent accompagner. Donc, un commerçant ne pourra pas supporter à lui seul la transformation du consommateur. Il voudrait bien. Ça réduira les risques de transaction, parce que, qu'on nous veuille ou non, aujourd'hui, les commerçants, peu de commerçants font leur comptabilité. Mais si tout a été digitalisé, tout a été bancarisé, donc il a ses comptes. Il trouvera son compte aussi. Oui, en ce qui nous concerne, nous, donc, nous considérons les banques comme étant des entreprises. C'est comme n'importe quelle entreprise, elle offre donc un service. Elle doit forcément s'adapter à ce contexte. Est-ce que les banques algériennes ont pu s'adapter à ce métamorphisme, à ce changement révolutionnaire? Nous avons passé d'un modèle économique à un autre modèle économique. Nous avons passé d'un modèle citoyenneté à notre modèle citoyenneté basé sur le numérique. Est-ce que les entreprises ont pu, les banques, ils ont pu changer en interne, en matière de management, en matière de suivi en interne, et est-ce que cette relation avec les citoyens a également changé? Donc ce sont des questions qu'il faudrait vraiment les prendre donc en considération, intégrer l'aspect transformation au niveau des banques. Moi, je me pose la question, est-ce qu'au niveau des banques, il y a quelqu'un qui est chargé de la transformation numérique, ou un CDO, un chef digital officer qui s'occupe de cette transformation?
Est-ce que au niveau donc des banques, il y a des outils, des tableaux de bord de suivi? Est-ce qu'il y a des objectifs à atteindre donc en matière de donc d'atteindre d'objectifs donc au niveau des banques et donc en externe, est-ce que cette relation avec la foule, avec les citoyens, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on cible parfaitement donc les services à offrir, surtout dans les zones désenclavées. Maintenant, si on parle de l'inclusion, moi je pense qu'elle est beaucoup plus dans des zones rurales. Comment doit-on capter les gens, les pousser à faire confiance et à utiliser, donc et se rapprocher des banques. Donc la digitalisation de la banque également, c'est le cœur, si on veut réussir cette finance digitale. Alors, tout le monde parle des fintech, d'accord? C'est un peu le sujet à la mode, hein. Quand j'étais petit, il y avait d'autres sujets à la mode, c'était un peu différent. Mais une fintech, pour qu'elle vive, pour qu'elle grandisse, il faut qu'elle ait un marché. Alors la question que je me pose, à la Poste, comment vous voyez votre relation avec les fintech? Il est où le besoin? Il est où, ils sont où les schémas de coopération? Donc, pour ce qui est des fintech et de leur relation avec la Poste, en fait, je crois qu'il y a une préoccupation majeure qu'il va falloir prendre en charge très rapidement. C'est celle de faire évoluer déjà l'établissement Algérie Poste en établissement financier, parce qu'il ne l'est pas actuellement. C'est un service, la Poste est un service public qui fournit le service public dans le domaine du colis, du courrier, qui fournit de nombreux services financiers actuellement, particulièrement dans cette phase de pandémie qui a fait exploser en fait le nombre de services dématérialisés fournis dans ce domaine. Et là-dessus, je suis en mesure de dire que c'est un projet qui est inscrit donc au plan d'action du gouvernement. Donc l'évolution de la Poste en établissement financier, c'est un dossier qui est maturé, qui est ficelé. Il ne reste que quelques aspects juridiques à traiter. Maintenant, pour ce qui est de la relation de la Poste à la FinTech, je préfère laisser mon collègue M. Zerouki qui est en rapport direct en fait avec cette problématique FinTech. Oui. Le souci, c'est que eux, ils sont chargés de la promotion des FinTech, d'accord, ce qui est un travail clair. Mais promouvoir les FinTech, ce n'est pas assurer la viabilité des FinTech. La viabilité des FinTech dans la durée, c'est l'existence d'un marché clair et net. Il ne suffit pas de créer une FinTech, il faut qu'elle vive dans la durée. Et la durée, c'est forcément une collaboration avec des gens comme vous. Donc comment vous voyez la relation avec les FinTech? On parle d'une relation fournisseur à client. Si vous permettez de répondre. Donc en fait, c'est vrai ce que vous dites, c'est que aujourd'hui une fintech, nous on s'occupe de la promotion, donc pas que les fintech, donc toutes startups. Aujourd'hui on a touché plus de 38 catégories donc de startups, fintech, agritech, insurtech et j'en passe. Les fintech, Dieu merci d'ailleurs, aujourd'hui ceux qui sont identifiés ici en Algérie, certains on les a aidés, d'autres ils l'ont fait tout seuls. Donc ils ont des marchés. Donc la fintech ne peut pas compter que sur son marché ici en local. Donc il faudrait qu'elle puisse exporter sa solution, son produit. Effectivement, et c'est un appel que je lance à partir de ce panel, il faudrait parfois oser prendre le risque. On peut toujours faire des tests à blanc et donner la chance à ces fintech justement de montrer, de prouver qu'ils sont là et qui peuvent apporter une valeur ajoutée. Et je vais vous donner un exemple que je donne toujours. C'est la question que je pose et à chaque fois je mets en pari mon téléphone. Et je leur dis qui est l'opérateur
qui dépensent chaque année 9 milliards de dollars, je dis bien 9 milliards de dollars, dans les recherches et développement. Pour certains, ils vont me dire Facebook, d'autres Google, d'autres me disent Apple, Huawei. Non, tout le monde le connaît, mais personne ne se doutait que c'est bien Pfizer. Pfizer a commencé avec 7 milliards de dollars budget recherche et développement, puis 8 milliards, puis il a atteint 9 milliards,2 en recherche et développement. Et en 2020, il s'était dit, mince, je dépense tellement d'argent, et parfois la recherche et développement n'a pas de livrable par défaut. Le budget, il est là, l'équipe de recherche et développement font leurs recherches, il se peut qu'il y ait un livrable comme rien. Et là, ils se sont retournés vers des startups, BioNTech. Et avec les chiffres communiqués, on parle de 200 millions d'euros, ça peut être un peu plus pour éviter le fisc, bien sûr. Ils ont développé le vaccin anti-Covid. Et là, Pfizer en a vendu pour plus de 46 milliards de dollars. Vous imaginez, donc, il a fait un mindset, donc il a changé de vision, il a fait l'inclusion des startups dans son business model. Il a dit, je vais prendre le risque, je vais risquer 200 millions d'euros. Pourquoi? La startup, elle est agile. Elle think out of the box. C'est une vision externe. Elle est flexible. En plus, elle veut se montrer, elle veut grandir. Donc, il faudrait qu'elle s'impose, il faudrait qu'elle montre qu'elle est capable. Certainement, il y a des risques. Mais parfois, on n'a pas tort. Donc, on prend ce risque-là, qui est mesuré bien sûr, et on peut faire un pas qualitatif, quantitatif et dans le temps. Donc, aujourd'hui, il faudrait au fait donner la chance aux startups. On a essayé donc avec Sonatrach, qu'on remercie au passage, donc qu'ils ont carrément changé le règlement de code des marchés interne, et ils ont dit vous êtes start-up labellisé, vous êtes les bienvenus. Et on a vu des startups qui ont signé des marchés à coût de millions de dollars avec Sonatrach. Pareillement, la SAA qui leur a ouvert leurs portes. Donc, suite à l'instruction de Monsieur le Président de la République, la première instruction, donc on a réagi donc notre ministère a réagi au quart de tour. On a invité les assureurs et des startups et d'autres SMI et qui ont des solutions qui sont en train d'exporter, qui vont dans des assureurs en Belgique, au Luxembourg, en France, et même pour des Français qui sous-traitent pour d'autres pays africains. Donc, pourquoi consommer à l'extérieur si on a un produit local, du terroir, tout simplement. Donc, tout ça pour dire, osons, prenons le risque, testons ces startups-là, donnons-leur de la chance, okay, de nous montrer qu'ils sont capables, et ils le sont. Et aujourd'hui, de par le monde, on voit par exemple le Nigeria, ils ont des startups qui lèvent des fonds jusqu'à 3,4 milliards d'euros. C'est des licornes, mais de grosses licornes. Donc, c'est la fintech aujourd'hui qui porte, enfin, la majorité des startups, c'est des licornes. Des startups dans les fintech, je voulais dire, c'est des licornes. Donc, aujourd'hui, on a un potentiel. On a un réservoir de startups dans les fintech en Algérie. Donc, essayons-les sur certaines thématiques, sur certains modules, pour ne pas aller mettre tous les œufs dans un même panier, et on voit l'évolution. Donc il faut être inclusif. Je lance un appel aux institutions et aux banques privées et publiques, aux assureurs, et ils seront agréablement surpris. Alors, comment vous voyez-vous le rôle des fintech? Effectivement, les fintech, d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Ils ont montré l'importance des fintech pour accélérer l'introduction ou la finance digitale. Moi, à mon sens, quand on parle de la fintech ou des startups, directement me vient à l'esprit la disruption. La disruption, c'est la rupture avec un environnement classique. Et j'ai toujours, à chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer, je fais référence à un modèle qui me tient à cœur. C'est le modèle des 6D. Généralement, on commence par le premier D, c'est la digitalisation. On commence par une action de digitalisation. Ensuite, le deuxième D, c'est la déception. On est dans l'attente. Est-ce que la digitalisation, donc, elle a pu apporter ses fruits ou non? Et cette phase de déception,
S'il n'y a pas une action disruptive, le D, troisième D, ça va continuer. Donc il faut chercher quelle est l'action disruptive qui doit faire en sorte à ce que j'entre dans l'ère de la transformation numérique. Troisième D, quatrième D, c'est la démocratisation, la démonétisation et la dématérialisation. Donc les startups, donc la fintech, moi je pense, ce sont le levier qui doit nous permettre, avec leur innovation, à créer cette rupture avec l'environnement classique. Voilà, donc sans chercher de l'innovation, sans des actions ou des projets innovateurs, donc dans le domaine de la finance, moi je pense peut-être qu'on va encore rester un peu donc dans cette phase de déception qu'on ne souhaite pas. Bon, donc on cherche des transformateurs de bonheur, quoi. Hein, c'est ça. Alice, est-ce que vous avez des questions particulières sur ce qui vient d'être dit par nos amis représentants des ministères? S'il vous plaît, là-bas. Voilà, Alice. Ouais. Merci beaucoup. Moi, j'ai une casquette aussi, au-delà de la finance digitale, j'ai la casquette inclusive. Inclusion financière, etc. Vous avez commencé à en parler au début, et je voulais peut-être juste revoir ce que vous aviez à dire, parce qu'on a beaucoup parlé des fintech. Vous avez donné l'exemple de je ne sais plus quel pays, justement, avec Tigo Pesa. Tanzanie, et là où il y a effectivement un vrai positionnement inclusion financière. Ça m'intéressait, parce que je ne connais pas beaucoup l'Algérie, en fait. Ça m'intéressait de voir la position du gouvernement sur le côté inclusif. Est-ce que vous avez aujourd'hui une stratégie ou bien des objectifs ou des chiffres à partager justement sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'inclusion financière et le rôle de la finance digitale et peut-être des services particuliers? Il y a un participant tout à l'heure qui posait une question sur quels sont les obstacles, les contraintes, les faiblesses qu'on veut adresser aujourd'hui. Ça m'intéresserait de savoir, vous, quelle est peut-être la contrainte principale que vous avez identifiée pour l'inclusion financière et de voir comment la finance digitale aujourd'hui peut y répondre. Merci. Je pense que la question m'a été adressée. Tout à fait, parfait. Et quand on parle d'inclusion, en fait, il y a deux types d'inclusion. Inclusion financière pour les startups, globale. Pour les particuliers. En fait, bon, nous, enfin, pour ma part, je parle des startups, enfin, l'inclusion financière pour les startups. Aujourd'hui, c'est un outil, les startups, justement, pour permettre cette inclusion. Aujourd'hui, le fait de permettre à ces startups-là de grandir, de scaler et d'avoir accès à ces marchés-là, donc, je donnais tout à l'heure l'exemple, parce qu'en Tanzanie, d'ailleurs, c'est une startup qui a aidé Tigo à déployer son Tigo Pesa. C'est une start-up justement qui a scalé. L'environnement en Tanzanie lui permettait à cette époque-là donc de grandir, de recevoir des financements, de développer, de recruter. Pareillement ici, on a des start-up qui ont, à l'instar donc de Bain, je le voyais quitter tout à l'heure. J'aurais souhaité qu'ils partagent avec nous leur vécu. Aujourd'hui, ils ont signé avec plusieurs banques. Ils sont en train de développer donc des solutions justement pour permettre cette inclusion financière, pour donner accès au financement, accès à l'utilisation, à la digitalisation, donc la monétisation, enfin la digitalisation de ces finances-là, de ces transactions-là. Il y a des startups qui font un travail immense. Aujourd'hui, ils ont besoin de ce marché. Ils ont besoin de ces acteurs qui doivent leur faire confiance. Et je dirais, ça va venir. Il faut juste le premier pas. Il faudrait sortir de cette zone de confort parce que chacun guette l'autre et se dit pourquoi moi le premier, pourquoi pas l'autre. On a vu des néobanques, on en a 2 en Algérie, qui sont en train de rendre la vie encore plus facile à certains clients. Et aujourd'hui aussi, il faut le dire fièrement, Algérie Post, j'ai été un peu partout, en Afrique, en Asie, il n'y a que Algérie Post, la Poste, qui existe dans toutes les communes du pays.
Je dirais même qu'elle concurrencie les POS, les Point of Sales. Ça, on n'en trouve pas ça, ni en Afrique du Sud, ni au Kenya, ni en Tanzanie, encore moins en Sri Lanka et en Indonésie, là où le mobile payment existe. Certes, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de cash qui circule, ça fait partie de l'inclusion. Ça, c'est une action qu'on ne peut pas nier. Donc le gouvernement, déjà, il a fait cette inclusion financière, certes pas digitale à cette époque-là, mais aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, on peut faire un transfert CCP à l'instant T de la frontière nigérienne ou malienne vers l'autre frontière tunisienne. À l'instant T, on a le paiement. Donc certes, peut-être ça n'a pas été marketé, il n'y avait pas de marketing qui le disait comme quoi on a une inclusion financière, on a une télécompensation qui se fait instantanément ou presque. C'est en quelques secondes avant que le monsieur, l'émetteur compose le numéro pour appeler son parent ou son ami, lui dit c'est bon, j'ai transféré, l'argent est de l'autre côté. Donc ça, c'est une révolution et qui existe depuis que j'ai vu le jour. Mais, je le dis, je suis désolé, la Poste n'a pas communiqué pour dire que c'est une fierté. Ça existe, on le fait et on sait que ça existe, tout le monde l'a essayé, j'imagine ici. Mais ça fait partie de cette inclusion. Aujourd'hui, on parle d'une autre inclusion, c'est la digitalisation. C'est vrai, ça va pouvoir toucher plus de gens. Pour certains, ils ont la flemme d'aller chercher ou faire peut-être la queue, chercher des sous. C'est bien de leur rendre la vie encore plus facile en utilisant, en faisant des transactions digitales, en utilisant leur smartphone. Parce que pratiquement le taux de pénétration en Algérie dépasse les 100%. C'est indéniable. Donc, du coup, profitons de cette pénétration de téléphone, je dirais de smartphone, de cette couverture de réseau de téléphonie. Donc, on est partout, on est omniprésent dans ce pays monstre qui est un continent. Donc, quand on fait un trajet d'Alger vers Tamanrasset, ça nous prend 3h30 de vol, alors que d'Alger à Londres, ça nous prend 2h30. On comprend la grandeur de ce pays. Donc, pour le couvrir et toucher tout le monde, l'État a dépensé énormément. Je pense, c'est pas moi qui témoigne de cette inclusion, je dirais. Certes, il y a une transition qui doit se faire je dirais, du mécanique ou du palpable vers le numérique, mais il y a aussi derrière un cadre légal, une analyse des risques qui doit se faire. Et j'en ai vu, j'étais en Indonésie d'ailleurs avec Excel Axiata, l'opérateur, donc on faisait une mission d'audit. Et ils avaient un problème justement de sécurité parce qu'ils étaient hackés et leur système de mobile payment, ils ont perdu quelque chose comme 500 millions d'euros. Donc ça ne sert à rien de digitaliser rapidement, donc il faudrait qu'on fasse la différence entre urgence et précipitation. Si on ne part pas sur des bases solides, pas la peine d'y aller aujourd'hui, se casser la gueule, je m'excuse pour l'expression. Voilà. La parole est à vous. Monsieur Le Gane, c'est ça, je suppose. Allô? Monsieur Bachir Tajeddine, le président du groupement algérien des acteurs du numérique GAN. Alors, qui dit transaction électronique dit forcément collecte de données. Et nous savons qu'en Europe, nous avons le RGPD, le fameux RGPD, le Règlement général de protection des données. En Algérie, nous avons la loi 1807 qui précise la création d'une autorité nationale de protection de données et qui précise avec précision, qui régit toutes les possibilités de collecte, d'organisation des données personnelles. Est-ce que cette autorité a été installée ou pas encore? Parce que nous sommes la loi a été créée en 2018 et nous sommes en 2022 et je pense que... En fait, nous revenons en fait à l'environnement de confiance dont on parlait tout à l'heure pour ce qui est de la dématérialisation des transactions et pour pouvoir inciter en fait les usagers à y aller. Votre question intervient à point nommé, Monsieur Tajeddine. Donc, nous avons été saisis, l'ensemble des départements ministériels devant figurer dans la composition de cette autorité,
ont été récemment saisis par les services de la présidence de la République, donc elle est en cours de mise en place. Et ça permettra en fait de traiter pas mal de questions inhérentes au traitement des données personnelles. Je voudrais juste apporter aussi une plus grande précision à des propos qui ont été tenus par monsieur Darar au sujet de qui a traité de la citoyenneté électronique. En fait, cette notion de citoyenneté électronique nous renvoie la citoyenneté numérique nous renvoie à l'identité numérique, et pour cela, il y a un socle très important qui a été mis en place, c'est celui de la certification électronique, dont on n'a pas traité jusqu'à présent, mais il y a 3 autorités de certification électronique qui ont été mises en place. 2 sont opérationnelles, donc la première à avoir été opérationnelle, c'est l'autorité gouvernementale de certification électronique. Il y en a une qui va être mise en place incessamment, et c'est vraiment imminent, c'est l'autorité nationale, qui est l'autorité Racine. S'en suivra ensuite l'autorité économique qui aura à fournir des services de certification électronique à travers des tiers de confiance, donc des prestataires de services qui seraient agréés par cette autorité. Merci. Dans le prolongement justement de la protection des données personnelles, en tant que ministère, je m'adresse à vous, monsieur le directeur général, est-ce que, étant donné que vous exploitez des millions de données publiques, parce qu'il ne faut pas oublier que le texte de loi concerne les données personnelles. Or, nous avons des millions de données publiques qui transitent, on a des millions de données d'entreprises qui transitent, mais on n'a toujours pas, on va dire, une protection de ces données comme le sont les données personnelles. Est-ce que c'est prévu dans votre programme? Parce que quand même, c'est un patrimoine énorme. Merci beaucoup pour cette question très très pertinente. Effectivement, dans le plan d'action du gouvernement, il y a cette notion d'open data, donc on veut y aller vers l'ouverture de données. Et le problème qui se pose pour les institutions financières se pose également pour l'administration publique. Entre les différents départements ministériels, entre les différentes institutions publiques également, il n'y a pas cet échange de données, il n'y a pas cette exploitation des données. Il y a énormément de données, des masses très 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 importantes qui ne sont pas exploitées pour justement d'abord, soit pour orienter les pouvoirs publics dans leurs décisions, c'est important, je dois analyser les données pour que je me positionne. Et là, nous avons fait un travail de collecte de données de la commune jusqu'au niveau central à travers une solution, ce qu'on appelle pour les statisticiens, donc le renforcement du maillage statistique local. Les institutions également financières, les établissements financiers doivent également faire l'effort de collaborer pour comment échanger les données, pour cibler mieux les citoyens. Alors, en ce qui concerne notre ministère, nous avons déjà travaillé sur l'interopérabilité des données. D'une part, comment les différentes administrations doivent échanger les données d'une manière automatisée. Pour les informaticiens, on parle d'API. Il faut des interfaces d'échange automatiquement entre différentes. Là, nous sommes en train de travailler dessus, donc pour asseoir cette manière d'échange, c'est-à-dire les échanges ne doivent pas se faire par transfert de données sur des équipements amovibles, mais par des interfaces automatiquement, donc les API. Deuxième point que nous sommes en train d'aborder, nous sommes en train de préparer un projet de loi sur le numérique. Certes, quand on parle de loi, on a tendance à dire c'est dans 2 ans, 3 ans, ça prend du temps, mais l'essentiel, on a vu qu'il faut une loi qui doit d'abord inciter à ouvrir les données, à échanger les données, et donc on se dit que c'est l'une des vecteurs, leviers qui doivent forcer à ce qu'on partage les données. Parce que sans le partage de données, sans l'échange de données, je ne pense pas qu'on pourrait vraiment parler de réussite de la transformation numérique. Alors, il y a Et si vous permettez, là-bas au fond, et après, ce sera M. Zedour. si vous permettez, je voulais juste rajouter, Voilà. Oui, allez-y. parce qu'en fait, il y a données et données.
Dans chaque pays, il y a un data center de souveraineté. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, il a le data center de souveraineté, là où les données donc, de tout ce qui est carte biométrique, passeport, permis sont stockées, plus d'autres données gouvernementales. Mais il ne faut pas aussi qu'on se monte ou qu'on se voile la face. Aujourd'hui, chacun de nous qui, dans cette salle, n'a pas de smartphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de smartphone dans cette salle? Tout le monde en a un. Et tout le monde a un forfait et connecté. Pas toi, je suis sûr que tu en as deux même. Donc, on est tous connectés. Et combien de personnes d'entre vous, vous étiez entre amis, en famille, et vous parliez de vacances. Allez, je vais passer des vacances, je sais pas, en Tunisie, en Espagne. Et du coup, Booking qui fait des offres. On parle de chirurgie esthétique et puis du coup, on voit un laboratoire qui nous fait une offre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on nous espionne. Sachez juste que Google et Facebook, chaque minute 30, 1 minute 30, ils produisent, je dis bien, ils produisent eux-mêmes un serveur qu'ils mettent dans un data center et qu'ils l'installent. Donc chaque minute que Dieu fait, il y a un serveur qui est installé de quelques dizaines de téras, dans lequel toutes nos données sont stockées. Tout ce qu'on fait, nos gestes, nos dires, nos rires, donc toutes nos émotions sont stockées. Du coup, je m'excuse encore de l'expression, on est mis à nu. On est, c'est-à-dire, il n'y a pas réellement de données qui sont, je dirais, parfois on trouve des gens, ah vous êtes en train de traquer mes données, je marche d'ici à là-bas et puis vous mettez ça dans un serveur quelque part. Vous le faites, tout le monde le fait sans le savoir. Tout le monde a son smartphone, il essaie de voir combien de pas il a fait la journée. Mais là, il est en train de le stocker ailleurs. Et il dit, je pars de ce point A à un point B. Je rentre chez moi chaque jour à 17h ou à 19h ou à 20h. Je mange chaque jour le matin mon petit-déj à tel endroit. Donc, on se vend, on donne nos données sans le vouloir et sans le savoir. Et parfois aussi, on essaie d'incriminer parce qu'il n'y a pas de data center, il n'y a pas nos données qui sont stockées. On essaie de montrer du doigt. Donc, il y a certaines données qui sont, ça c'est clair, ça fait partie de la souveraineté de l'État, qui sont dans un data center de souveraineté. Et là, il n'y a pas question, donc ils sont là, ils sont sécurisés. Il y a ce qu'on appelle le disaster recovery, un site de redondance. Ils sont là. Et il y a des équipementiers qui sont même contrôlés parce qu'on n'est pas producteur d'équipements, ni de serveurs, ni de firewall. Mais les données sont bien sécurisées quelque part. Merci. Monsieur, vous avez la parole. Vous avez un micro tout au fond. Si je vous suis, ceux qui m'espionnent, je ne sais pas où, ils doivent bien rigoler quand même. Hein. Ah. Bonjour, Laïdaoui Boudjema. Oui, excusez-moi. Laïdaoui Boudjema, responsable développement d'une néobanque aux Émirats. Vous avez parlé qu'il existait 2 néobanques en Algérie, alors que les licences, ou bien on ne sait pas encore au sujet d'information, les licences d'exploitation de délivrance n'ont pas encore été délivrées. J'ai parlé de ça et bon, je dirais pseudo-néo-banque. Je ne suis pas banquier, je suis pas. Il y avait tout à l'heure le gouverneur de la Banque d'Algérie, le vice-gouverneur, je pense, qui sont plus habilités de vous donner plus de précision à ce sujet-là. D'accord, merci. Il n'y a pas de néobanque. Il n'y en a pas. Dormez sur vos 2 oreilles. Il n'y a pas de néobanque. On a présenté un service bancaire digital produit par une banque comme étant une banque digitale. C'est un abus de langage. Il n'y a pas de néobanque en Algérie et il n'y en aura pas avant un petit moment, à mon avis. Parce que la néobanque, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, soyons très très clairs, c'est si vous faites référence à Conto, Revolut, etc., il est plus facile d'avoir un agrément en Lituanie qu'en Algérie. Voilà. Donc si vous voulez créer une néobanque, je suis prêt à vous accompagner en Lituanie. Voilà. Justement, c'est aussi ce qui va permettre de... Ça n'existe pas. Voilà. Mais bien évidemment, à partir du moment où vous touchez le sujet des néobanques, qu'est-ce que c'est une néobanque? Honnêtement,
C'est quoi? C'est une banque qui fait tout sauf du crédit. Elle gère des paiements. Hein. Tout le monde connaît, tous les gamins en France, par exemple, utilisent Conto. Hein. C'est la grande mode. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Et puis derrière, on peut segmenter. Il y a néobanques et néobanques. Hein. On peut prévoir des néobanques islamiques. On peut prévoir des néobanques généralistes, etc., etc. Mais alors, l'élément très intéressant de la discussion de ce matin, c'est qu'il y a quand même assez très clairement une divergence de point de vue. Hein. Il y a une divergence de point de vue en matière d'inclusion financière. Et monsieur l'a très clairement exprimé. Hein. Son expérience de la Tanzanie démontre très clairement que l'outil d'inclusion financière, c'est pas la carte, c'est pas le TPE hein, qui coûte une blinde, c'est pas la carte de paiement qui coûte une blinde. L'outil d'inclusion financière, c'est le smartphone. Hein. Donc il faut revenir un petit peu sur terre hein, en se posant les bonnes questions d'efficacité de déploiement. Le déploiement favorable à l'inclusion financière, c'est le passage obligatoire par le smartphone. Point final. Si vous permettez, voilà. Juste une précision. Pour la Tanzanie, c'était même pas le smartphone. Donc d'ailleurs, dans une opération, donc 2G, c'est un téléphone. D'ailleurs, dans une opération de marketing, dont je vais peut-être le dire. Les arbitrages qui ne sont pas encore rendus. Hein. Voilà, c'est très intéressant. Monsieur Zidour. Oui, merci. Je voudrais rebondir juste sur l'open data. Et je suis très heureux de l'entendre dans cette salle parce que nous sommes nombreux en Algérie dans l'attente d'un dispositif légal qui régit l'open data. C'est un pas de géant justement vers la concrétisation de cette économie digitale, l'économie de connaissance, et aussi bien pour la communauté des entrepreneurs que pour la société civile. On a besoin de disposer d'un dispositif, d'un environnement tout à fait professionnel, sécurisé, d'accès aux données, et principalement dans les travaux d'expertise, d'évaluation des politiques publiques et de développement durable. Notre souhait, c'est que l'élaboration, dans le processus d'élaboration de ce dispositif, qui serait inédit en Algérie, parce qu'on n'a pas, dans ces 7 ans, on n'a pas de référence, c'est qu'il y ait au moins des oreilles attentives à ce que pourraient dire les experts et ce que pourraient dire les activistes du mouvement associatif. Ce qu'on voudrait, c'est d'apporter des solutions à 2 types de problèmes. Le problème de la rétention et le problème de la marchandisation. On ne voudrait pas qu'à la faveur du dispositif législatif de l'open data, qu'on retombe dans d'autres travers, c'est-à-dire un désengagement de l'État et pour que ça soit pris en charge par des entreprises à but lucratif. Donc voilà, je profite de l'occasion pour essayer de vous sensibiliser sur la nécessité de faire participer les principaux concernés dans les discussions d'élaboration. Merci. Je peux répondre? Non, ce n'est pas une réponse, c'est juste un commentaire. Effectivement, vous avez entièrement raison. C'est vrai que quand on fait les lois ou les textes réglementaires, ce sont des groupes de travail restreints entre départements ministériels, mais il y a des orientations qui sont très claires par le gouvernement. Il faut absolument associer les experts, les experts du métier dans l'élaboration des textes. C'est vrai, dans cette première phase, nous sommes en train de mettre en forme
les fondamentaux ou les axes fondamentaux de la loi, mais effectivement, on ne peut pas la soumettre comme ça donc, pour étude et validation, bien entendu, sans passer par les experts qui ont cette vision du terrain. Parce que nous, on est peut-être on a fait le terrain, mais on est quand même dans un esprit beaucoup plus administratif. Donc on a besoin des avis, des recommandations des gens de terrain, parce que c'est un point sensible. La donnée, comme vous le savez, elle est stratégique. Donc on n'a pas le droit d'échec dans ce côté-là. Et je vous remercie pour votre remarque. Merci. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Ali? Il est sur son smartphone, vous voyez, l'inclusion, il est en train d'être espionné. Voilà. C'est terminé. En fait, Voilà. je voulais juste revenir sur un point très important, donc toujours l'exemple de Tanzanie. Il y avait le programme UNICAF, donc United Nations for Mobile Communication for African Countries and Remote Cities. Donc, en fait, c'est les zones enclavées. Il y avait un programme donc, financé par les Nations Unies pour lequel donc, ils supportaient le déploiement de réseaux de la 2G et de la 3G dans certains pays, entre autres la Tanzanie, le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Kenya. Donc j'avais la chance d'être directeur de ce programme-là pour 9 pays africains. Et justement, parce que l'opérateur, sa bête noire, c'est les CAPEX, donc c'est les investissements lourds, et puis les OPEX, donc la maintenance. Quand c'est supporté, donc parfois c'est clair, on fait un business case, l'opérateur pour lui, si je vais dans un patelin qui me fait un ROI, retour sur investissement sur 10 ans, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, s'il est subventionné par un programme, eh ben, je vais y aller parce que je ne vais pas investir, je vais faire que du revenu. Et aussi, donc, l'autre smart idée, c'était, on offrait des téléphones, pas des smartphones, des téléphones qui nous coûtaient 5 $, avec un teaser, enfin même un appetizer, donc un crédit, pour le projet de Tigo Pesa, on offrait 5 $. Donc un téléphone qui coûtait 5 $ avec un crédit de 5 $, et on donnait aux gens. On leur faisait goûter la sensation du mobile payment, du Tigo Pesa. Et on distribue ça dans les villages, là où on n'avait pas investi dans les infrastructures de téléphonie. Donc on avait du cash en extra. Et ça a permis l'inclusion financière. Donc du coup, on a couvert plus de zones. Donc la partie radio couverture, donc radio mobile était subventionnée par le programme UNICAF. Et l'opérateur a fait sa partie, donc a joué son rôle de cette inclusion financière. Et du coup, les gens ont pris goût. Ils n'ont pas reculé, donc ils ne se sont pas remis en cause. Ils n'ont pas dit que non, c'est pas intéressant. A contrario, on a vu donc un ARPU qui a augmenté. ARPU, c'est l'average revenue per user. Donc le revenu moyen par utilisateur, il a augmenté. Et du coup, ces fermiers qui vendaient leurs bananes, leurs récoltes, leurs ananas, leurs mangues, qui trimballaient de l'argent, du cash, donc ils faisaient des transactions Tigo Pesa. Et là, je lance un appel donc, aux représentants des Nations Unies. Donc s'il y a un programme, je ne comprends pas pourquoi, sachant que l'Algérie aussi, elle n'est pas dans le besoin aujourd'hui, mais dans le cadre du support des zones enclavées, elle pourra éventuellement aussi permettre cette inclusion financière et réfléchir à une sorte de support dans ce sens-là. Merci. Merci. On n'a aucun qui fonctionne. Merci Mouloud Elham, donc directeur de la Société de l'information au niveau du ministère de la Poste et Télécommunications. Merci également à Sid Ali Zerouki, donc président de l'accélérateur Algeria Venture au niveau du ministère délégué à l'économie de la connaissance et aux startups. Merci Hassan Drar, ministre de la... Bientôt, Inch'Allah. Directeur général de la numérisation au niveau du ministère de la numérisation et des statistiques. Et bien entendu, un grand merci pour Rachid Sekak de nous d'avoir remplacé Fattah Ouzani, qui
nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Et donc, je vous demande à tous d'aller donc à la salle à côté pour le cocktail déjeunatoire. Hein, ça va peut-être changer un peu. Merci.